fonctionne. Je remercie nos différents partenaires pour cet événement et puis tout de suite nos deux intervenants. Thérèse Psiuk, qui interviendra après François Viala, qui est professionnelle de santé, mais qui a également multiples casquettes qu'elle présentera elle-même. Et puis, qui interviendra sur notion notamment de patients experts, de patients partenaires qui ont été développés, non pas forcément par la loi Kouchner, mais qui a participé de l'essor de ces notions. Car si on s'intéresse aux 20 ans du droit des malades, c'est évidemment puisque la loi Kouchner a 20 ans depuis maintenant quelques jours. Et puis à ma gauche, François Viala, qui interviendra en premier, qui est professeur de droit privé, mais qui s'est spécialisé maintenant très clairement en droit de la santé. Il dirige un centre, notamment à Montpellier, bien connu sur ces questions. Et il nous fait l'amitié de venir nous voir à Bordeaux pour nous présenter son point de vue sur le droit des malades. Donc, nos deux intervenants interviendront successivement. Et puis après, il y aura un temps de parole avec la salle et puis également avec les gens qui sont à distance. Car si vous êtes à distance, vous pouvez poser des questions. Moi, je regarde en fait sur le chat les questions qui arrivent et évidemment, je pourrai les poser pour vous. Voilà, on va commencer. Je vous rappelle que cette rencontre d'Hippocrate est enregistrée. Donc là encore, si vous êtes en distanciel et que vous ne souhaitez pas qu'on vous voit, c'est très simple. Vous coupez votre caméra. Voilà. Sans plus tarder, donc François, je vais installer ton PowerPoint. Tout va bien. Hop. Le voilà. Tac. Magnifique. Parfait. Petite vérification. On m'entend toujours. Faites un geste si vous entendez bien à distance. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Parfait. Le temps nous étant compté et contraint. Foutu d'avoir des trucs qui fonctionnent au moment de. Alors, voilà, j'ai désactivé le son du monsieur. Je pense qu'il n'y a rien de personnel dans cette intervention. Non, du moins, je l'espère. Le temps étant compté, j'abrégerai le social time juste pour remercier bien entendu les rencontres d'Hippocrate, tous les différents partenaires, à commencer par mon ami Sébastien Clément, et puis tous les collègues qui me font l'honneur de m'accueillir dans cette maison ô combien agréable à fréquenter, pour évoquer 20 ans et 20 ans après, 20 ans de droit de qui? Parce qu'on dit le droit des patients, mais le droit des patients entendu dans son sens juridique ou dans son sens médical? Parce que le patient, patior, c'est celui qui souffre, c'est le supplicié, c'est le condamné à mort, c'est celui que l'on met sur les fourches patibulaires au XIIIe siècle. Et parce qu'au XIIIe siècle, monsieur le doyen de la faculté de médecine me pardonne, au XIIIe siècle, aller chez le médecin, chez le barbier chirurgien ou chez le bourreau, c'est à peu près la même chose. Eh bien, le mot du droit criminel est passé à la médecine et il y est resté. Alors que nous avons fait disparaître le patient des mots du droit, mais à l'origine, c'est un mot du droit. Le patient, c'est pas celui qui attend patiemment une consultation, c'est celui qui sait qu'il va souffrir, qu'il va être algique dans le cadre d'une consultation ou d'une prise en soin. Patient, malade, mais le droit de la loi du 4 mars ne s'applique pas qu'aux malades. Il y a des gens non malades qui ont des droits, les femmes enceintes, les gens qui sont là pour une prise en charge en termes préventifs. Les usagers. Alors, usagers, je vous rappelle que dans la première version de la loi du 4 mars 2002, de la loi Kouchner, on l'avait mal orthographié, ce qui était quand même gênant. Il a fallu faire un texte modificatif pour pallier ces petites imperfections orthographiques. Et usagers, effectivement, ça renvoie quand même beaucoup au droit public et au service public. Donc, patient, malade, usager, j'utiliserai le mot personne.
C'est du droit des personnes. Du droit des personnes au sens où les privatistes, les civilistes, les juristes le connaissent bien. Droit des personnes, droit de la personnalité. Finalement, le malade, le patient est une personne, un sujet, au même titre d'ailleurs que le professionnel de santé. À défaut d'être un égal en savoir, il est un égal en statut. Et c'est tout le sens de la loi du 4 mars. Alors, rencontre d'Hippocrate, je me méfie beaucoup d'Hippocrate. Personnellement, ce bon vieil Hippo, le père de l'éthique, dont on nous rabat les oreilles comme étant effectivement le fondateur je rappelle quand même si la mythologie hippocratique nous dit désintéressement, il refuse les présents de l'empereur de Perse, il les refuse parce qu'il refuse de les soigner, les Perses. Verdier écrit, donc un jurisconsulte écrit, Hippocrate se glorifie d'avoir refusé en maladie pestilentielle de donner ses soins à des Perses qu'il regardoit comme fort ennemis des Grecs. Je ne soigne pas l'ennemi, je ne soigne pas les Grecs, je ne soigne pas les Perses quand je suis grec, donc pardonnez-moi, mais le père de l'éthique, de temps en temps, il a une vision un petit peu élastique du légal accès aux soins nécessité par son état de santé. On ne soigne pas les Perses, on ne soigne pas les Ukrainiens, on ne soigne pas les Russes, on ne soigne pas les Polonais, on ne soigne pas les Africains, et on ne se soigne qu'entre nous. Alors, il a écrit d'autres choses, Hippocrate, mais enfin, il faut quand même le prendre avec une certaine réserve. Alors, que fait le droit ici? Du droit sur la relation de soins, c'est extrêmement inconvenant. Et je serai médecin et j'ai tout fait pour le devenir, mais il y a eu une incompatibilité d'humeur entre la faculté de médecine et le jeune étudiant que j'étais. Que fait le droit dans la relation de soins? Pour savoir s'il faut informer le patient, s'il faut recueillir son consentement, si chacun a un égal accès aux soins, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'intervention du droit? La réponse est le droit des patients doit bien exister puisqu'il existe et qu'il a été nécessaire à un moment de le graver dans le marbre de la loi, alors que le droit des patients, ça relève du GBS, hein, du gros bon sens. On n'a pas, a priori, besoin de droit. Alors, que fait le droit ici? Eh bien, il fait que vous y êtes, aurait dit Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord. Il fait que nous y sommes, puisque depuis 2002, il y a un texte. Alors, 20 ans après, certes, mais avant, est-ce que le droit des personnes, le droit des malades, le droit des usagers est apparu comme un deus ex machina? Parité oblige, je vais le féminiser, une dea ex machina. Je ne voudrais pas qu'on me reproche des petites imperfections de genre. Non, le droit des patients préexiste. Avant 2002, ce n'est pas le no man's land. Avant 2002, il y a des prémices de droit des patients. Alors c'est vrai qu'on part de loin quand même, hein. On part de loin. Si je regarde ce qu'écrivait au XIVe siècle Henri de Mondeville, le moyen pour le chirurgien de se faire obéir de ses malades, on attend du patient qu'il obéisse. C'est ce qu'écrit d'ailleurs à Montpellierin, Guy de Chauliac, hein, le médecin attend de son patient qu'il lui obéisse tel un cerf à son seigneur. Ser, servus l'esclave, seigneur dominus le maître. Le médecin attend qu'on lui obéisse. C'est encore ce qu'écrit Molière dans Le Malade imaginaire, puisque le docteur Purgon reproche au malade imaginaire de s'être soustrait à l'obéissance que l'on doit à son médecin. Donc on part quand même de très loin. Je saute les siècles à grands pas, hein, parce que le temps nous est compté. Il y a un petit conflit entre médecins et juristes au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, dans les années 54-56. Il y a d'une part le grand professeur Porte dans la recherche d'une éthique médicale et d'autre part les auteurs du traité de droit médical qu'on connaît bien à Bordeaux. Le professeur Porte écrit « Face aux patients inertes et passifs, le médecin n'a en aucune façon le sentiment d'avoir affaire à un être libre, à un père qu'il puisse instruire véritablement. Le patient n'est pas un égal. Le patient n'est pas un père. Le patient doit être accompagné. Le patient ne peut vraiment consentir ni à ce qui lui est affirmé, ni à ce qui lui est proposé.
si du moins nous donnons au mot consentement sa signification habituelle. Et c'est bien le problème, c'est que les mots sont des objets frontières et que parfois, entre médecins, juristes, spécialistes des sciences de l'humain et des sciences de l'homme, nous utilisons les mêmes mots, mais faute d'avoir défini le sens, on ne parle pas de la même chose. Et le mot consentement est précisément un objet frontière sur lequel je reviendrai. L'acte médical nécessite, disent les juristes, un consentement éclairé, et le professeur Porte, médecin, dit le consentement éclairé du malade n'est en fait qu'une notion mythique que nous avons vainement cherché à dégager des faits. On est dans les années 50, le consentement est une notion mythique, c'est un mythe, c'est un leurre, c'est une duperie, le patient ne peut pas consentir. Et si on le demandait, il deviendrait le jouet, il deviendrait une proie facile à raison de sa passivité vulnérable. Et donc, le soignant n'a pas à rechercher le consentement du patient, c'est un leurre, et le soignant n'a pas d'obligation strictement juridique, il n'a que des obligations morales. Et dans le même temps, les auteurs du traité de droit médical prennent le contre-pied de manière inversement proportionnelle. Ils disent qu'il faut réagir contre la tendance de beaucoup de membres du corps médical de disposer eux-mêmes du malade. Donc, nous avons quand même fait, vous le voyez, du chemin. On peut considérer effectivement qu'on n'est pas assez avancé, qu'on n'est pas allé assez loin 20 ans après la loi éponyme Kouchner, mais on a quand même fait du chemin. On a fait du chemin dans une relation de soins qui a considérablement évolué dans les dernières décennies. Georges Duhamel pouvait écrire dans Problème de l'heure ou dans Paroles de médecin, que la relation de soins était un colloque singulier, formule reprise d'ailleurs par Henri Péquignot, qui la compare à l'unité du théâtre classique, unité de temps, de lieu d'action, mais surtout, Péquignot rappelle dès les années 50 que cette notion de colloque singulier est dangereusement périmée. Elle est tournée non vers l'avenir, mais vers un passé déjà lointain. Et pourtant, on continue d'enseigner dans les facultés de droit, peut-être dans les facultés de médecine, que la relation de soins est avant tout un colloque singulier. Péquignot, déjà, en 53, disait « c'est une notion périmée ». C'est une notion périmée, pourquoi ? Bien parce que nous sommes entrés dans l'ère de l'équipe et de l'équipement, que la relation de soins a fortement évolué et c'est heureux. Hein, regardez quand même cette imagerie du XIIIe siècle. Excusez-moi, nous n'entendons plus rien à distance. Je crois bien que le micro du présentateur a été désactivé. C'est ce qui me semble de venir de voir. Ce qu'on voit sur votre écran en bas, votre micro est désactivé. Même ça. On n'entend plus rien.
intéressant, dommage, on n'entend plus rien. Pénible. C'est pénible de pas être foutu qu'ils tiennent 10 minutes. Oh, ça va. Est-ce que vous entendez? Rien du tout. Ah, pour moi, c'est bon. Oui, c'est bon. Ouais. OK. Oui, voilà on un constat sévère qui est, qui est dressé par Didier Sicard, ancien président du CCNE. Peu à peu, la médecine moderne a fini par considérer la maladie plutôt que le malade. Le médecin tente à devenir un technicien de l'organe malade et le patient un usager, voire un simple consommateur. Donc c'est face à cette tendance qu'il faut réagir, même si les patients évoluent eux aussi, bien entendu. Vous connaissez probablement, en tout cas ceux qui sont sur Twitter, cette radiographie de la hanche. Elle a été tweetée par un Écossais, tennisman, et ceux qui savent regarder un cliché argentique n'ignorent rien de l'anatomie de monsieur Andy Murray, qui lui ne savait pas que les corps caverneux pouvaient apparaître sur une radio, Dame Nature l'ayant d'ailleurs particulièrement gâté. Alors, prémisse du droit des patients, dès 1712, déclaration royale, le médecin doit informer le patient. Mais pourquoi il faut informer le patient? Quand la maladie a trait à la mort, pour qu'il puisse se confesser et mourir en état de grâce. On est assez loin de la loi Kouchner. En revanche, l'arrêt de 1942, l'arrêt Tessier, fait référence au droit du malade. 60 ans avant la loi Kouchner, donc on a déjà dans la jurisprudence une référence au droit du malade en matière d'information et de consentement. Alors, je ne vais pas détailler, bien entendu, les dizaines et dizaines de décisions de justice qui se réfèrent à l'obligation d'information, de consentement, de respect des droits de la personne, de respect des droits des malades, mais vous voyez, la loi Kouchner ne fait que sédimenter une construction patiente, progressive. Même chose pour la déontologie, une évolution. 1947, le médecin doit s'efforcer d'imposer l'exécution de sa décision à son patient. Beaucoup d'adjectifs possessifs. Hein. Mon tension, ma tassa, ma tessé, nos voleurs, notre, votre, leur. C'est mon patient, c'est ma décision. Hein. C'est moi le chef. Hein. Code de déontologie de 1955 recommande au médecin de s'efforcer d'obtenir l'exécution du traitement. Ah, on est en train de tempérer un petit peu la position. 79, la volonté du malade doit être respectée, mais dans la mesure du possible. 1995, on change de formule. Désormais, le médecin doit une information loyale, claire et appropriée. Et puis 2012, bien entendu, le privilège thérapeutique, le droit de ne pas donner un diagnostic ou un pronostic grave disparaît. Le malade a le droit de ne pas savoir. Le praticien n'a pas le droit de ne pas dire. Prémisse, bien entendu, les rapports de Wirth que vous connaissez probablement, la proposition de loi Schwarzenberg, qui est une des 5 propositions de loi qui donneront la loi de 99 sur les soins palliatifs, le professeur Schwarzenberg qui souhaitait que l'on consacre les droits de la personne malade en 1999. Et donc, les droits, vous le voyez, ils existent, mais ils sont dispersés. Ils sont dispersés dans le droit commun, qui est mal connu, dans le droit spécial, le droit de la santé, qui est mal appliqué. Et quand le droit est mal connu et mal appliqué, quelle est la solution en France? Faire du droit, c'est-à-dire rajouter de la loi à la loi. La loi est mal connue. Solution, faisons une loi. La loi de 2005, Leonetti, est mal connue. Que faire? La loi Claeys-Leonetti, qui est mal connue, mal appliquée, mal enseignée, que faire? Eh bien, probablement légiférer sur un nouveau texte. 2002, c'est 2 salles, 2 ambiances.
Il y a la salle tango et il y a la salle plus rock'n'roll, plus disco, plus contemporaine. Il y a la salle Guigou et la salle Kouchner, ministre et ministre délégué à la santé. La loi du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale, on l'a oublié, mais elle est essentielle. Au moins aussi importante que la loi du 4 mars. Et elle dit la même chose pour les droits des personnes, mais elle le dit différemment sur le plan légistique. Un texte, article L311.3 du Code de l'action sociale et des familles, la personne se voit assurer le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité, et on rajoutera plus tard, et de son droit à aller et venir librement. Tout est dit dans un alinéa. Et on n'a pas besoin de rentrer dans force détail, puisque le diable se cache toujours dans les détails. Eh bien, évitons les détails. Le juge sait très bien ce que c'est que l'intimité d'un résident du secteur médico-social. Le résident du secteur médico-social sait très bien ce que c'est que le droit au respect de son intimité. La famille devrait le savoir, et si elle ne le sait pas, on lui expliquera. Et bien entendu, les professionnels du secteur médico-social savent bien ce que c'est que l'intimité. Ben, l'intimité et la vie privée, c'est la vie affective, c'est la vie sexuelle, notamment, et donc, eh bien, c'est garanti par la loi, parce que pour passer à l'effectivité et aux travaux pratiques, c'est autre chose. 2 salles, 2 ambiances, parce que dans la loi du 4 mars 2002, là, en revanche, on appelle le diable à la rescousse et on va dans le détail, on va dans l'infime détail, et la loi devient bavarde. Et comme le dit le Conseil d'État, quand la loi devient bavarde, le citoyen ne lui prête plus qu'une oreille distraite. À trop rentrer dans le détail, ce qui n'est pas le travail du législateur, on se perd dans les détails. Alors, 2 salles, 2 ambiances, certes, mais bien entendu, après la loi du 4 mars 2002, il va y avoir une autonomie. D'abord, il y a des textes qui se succèdent. 2002, 2004, 2005, 2007. Le micro vient de nouveau de se désactiver. Vous m'entendez? Oui. Oui. Parfait. L'autonomie de la personne, nous allons y revenir rapidement. La douleur qui devient souffrance, sans qu'on ait vraiment d'explication d'ailleurs dans les travaux parlementaires, mais là encore, hein, douleur qui devient souffrance, il y a un sens évident. Mais c'est surtout des textes qui vont renforcer la convergence entre le secteur sanitaire, social et médico-social qu'il faut relever, notamment la loi de janvier 2016, la loi Touraine, notamment dans ce qui est le respect du secret professionnel. Désormais, il est expressément fait référence au secteur social et médico-social. Les professionnels du secteur sanitaire, les professions de santé, les professionnels du secteur social et médico-social sont regroupés dans le même texte sur le secret professionnel et sur l'information partagée. Et c'est absolument essentiel parce que l'on veut par là montrer que l'on a le droit de se parler entre professionnels de l'aristocratie de l'esprit, le secteur sanitaire et puis le tiers-état, le monde médico-social. Non, non, tout le monde se prend en charge, prend en soin des personnes et il est nécessaire de se parler ensemble. Les lois, c'est encore la loi du 7 février 2022 que vous connaissez peut-être, relative à la protection des enfants. Alors pourquoi elle est importante? Bien parce qu'elle définit, enfin, dirais-je, la maltraitance.
Tout le monde parle depuis une vingtaine d'années de maltraitance sans que l'on ait défini juridiquement ce qu'est la maltraitance. Cette maltraitance, désormais, elle bénéficie d'une définition. Et la maltraitance peut être individuelle. D'accord. Très bien, ben on va vivre avec eux. La maltraitance peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Tu as vu ton système? Oui, j'ai des pièces. C'est bon. Alors, nous sommes rentrés dans l'intimité d'une personne qui est à distance. Peut-être faudrait-il couper votre micro. Alors, des difficultés qui perdurent, et je conclurai par ça, d'abord parce que le droit est un mécanisme d'encadrement du fait social, disait Durkheim, mais le droit n'est qu'un cadre, pas une solution miracle. Et le droit, il n'est pas là pour régler tous les problèmes d'une société. Et donc, vous pouvez émettre tous les droits que vous voulez, s'ils ne sont pas suivis d'application, eh bien, ça ne changera rien sur le terrain. Il y a eu, il y a quelques années, une loi sur les chiens dangereux qui interdisait aux chiens de mordre, finalement. Aux dernières nouvelles, les chiens mordent toujours. Donc, on ne règle pas tous les problèmes d'une société par la loi. Exemple, article L1110-8 du Code de la santé publique. Le principe de libre choix du praticien et de l'établissement de santé par le patient est un principe fondamental de la législation sanitaire. C'est beau, mais comme aurait dit Pagnol, c'est beau, mais c'est couillon. Principe fondamental de la législation sanitaire, ça veut dire quoi, avoir le libre choix du praticien quand il n'y a pas de praticien? Vous parlez à un Lozérien, ou plutôt c'est un Lozérien qui vous parle. Moi, dans mon canton, il reste un demi-médecin. Je dis un demi-médecin parce qu'il est là à mi-temps. Eh bien, il est le médecin de tout le canton. Et si vous voulez avoir le libre choix, eh bien, il faut aller à la mégalopole, à Mende. Sauf que l'hiver, pour aller à Mende, ben, c'est un peu compliqué, hein, parce qu'il faut y aller en ski de fond. Donc, vous avez le libre choix de ne pas choisir. Mais c'est un principe fondamental de la législation sanitaire. Hein. Donc, on est très loin des stéréotypes. Le droit au respect de la vie privée, c'est beau le droit au respect de la vie privée, hein, mais il y a parfois des actes qui sont un petit peu intrusifs et qui posent un problème à la fois de pudeur dans le soin, mais la vie privée en institution, c'est aussi la question de la vie intime, sexuelle, affective, parentale en institution. Alors vous allez me dire, attendez, viens là pour une appendicectomie, hein, sous cystoscopie, vous rentrez le matin, vous sortez ce soir ou demain, vous pouvez peut-être tempérer vos ardeurs. Oui, bien entendu, je ne parle pas spécialement de ces patients-là, mais il y a des patients qui sont viagers. Il y a des gens qui vivent en institution, notamment dans le médico-social. Alors, bien entendu, votre avant-dernière demeure, l'EHPAD, mais il y a aussi des gens très jeunes, hein, qui vivent en institution. Et pour eux, la vie privée, ça se résume à des règlements de fonctionnement qui sont négation-répression. Juste deux exemples de règlements de fonctionnement qui sont encore en vigueur dans des institutions. Tous les jeunes ont le droit d'avoir une vie affective, c'est bien, dans le respect de leur intimité, ça ne veut rien dire, c'est de l'EDUXP. La manifestation publique de leurs sentiments comme l'amitié doit s'exprimer dans des comportements adaptés. Ça ne veut rien dire non plus. Je ne sais pas ce qu'est le comportement adapté à la manifestation publique d'un sentiment comme l'amitié. Personnellement, en troisième mi-temps, j'ai sûrement des comportements tout à fait inappropriés dans la manifestation de mes sentiments envers mes collègues de la première ligne. Les flirts, compter fleurette, corruption anglaise d'un mot de vieux français, hein, compter fleurette, les flirts et les relations sexuelles sont interdits. Ah. Donc on respecte la vie privée en privant de vie privée. Ne pas manifester ostensiblement une relation affective au sein de l'unité, les relations sexuelles sont interdites dans l'établissement. Avoir des relations amoureuses et sexuelles au sein de l'établissement n'est pas autorisé. Votre chambre, ça c'est la cerise sur le McDo, votre chambre étant votre espace personnel de soins, toute visite d'un autre patient y est interdite. Vous êtes chez vous,
mais vous n'êtes que chez vous. Et personne n'a le droit de rentrer. 4 règlements de fonctionnement d'établissement. À l'intérieur de ce règlement de fonctionnement, il y en a 2 de ces textes-là. Vous en avez 2 qui sont médico-sociaux et 2 qui sont sanitaires. Je ne dirai pas où c'est un grand CHU du sud de la France, d'une ville proche de la Méditerranée, dont la première lettre est M, et qui n'est pas Marseille. Alors, incompréhension et perte de sens, autonomia est devenue, dans l'esprit de beaucoup de gens et beaucoup de patients notamment, la faculté d'agir selon ses propres règles de conduite. Ah, moi, il n'est pas question que j'obéisse au droit, moi j'ai mes propres règles de conduite, j'ai droit à, alors que l'autonomie, c'est pas ça. L'autonomie, c'est être capable d'agir sans dépendre d'autrui, c'est se décider par soi-même, mais pas hors la règle, mais pas hors la loi. Être autonome, c'est pas avoir ses propres lois sous l'angle du droit. Je ne parle pas ici de la philosophie morale. Et bien l'autonomie, elle est promue, notamment pour les personnes protégées, y compris sous tutelle. La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne. Une décision de soin par une personne qui est placée sous curatelle ou sous tutelle, c'est elle qui décide. À titre exceptionnel, elle peut être assistée. À titre d'exception de l'exception, elle peut être représentée. Mais lorsqu'elle est représentée, en cas de désaccord entre le majeur et la personne chargée de la représentation, le juge des tutelles va nous dire laquelle des 2 paroles doit être suivie. On n'exproprie pas les personnes de leur autonomie. Traduction dans le Code de la santé publique, le tuteur doit parfois donner son autorisation. Traduction dans le Code de l'action sociale et des familles, le représentant légal doit consentir. Vous le voyez, il y a des approximations dans la traduction juridique. Une autorisation et un consentement, ce n'est pas la même chose. Le tuteur ne peut pas consentir à la place du majeur protégé. Il ne peut que autoriser l'acte de soin. Sinon, c'est un consentement qui n'a pas de sens, puisqu'il est donné par un tiers. L'autonomie est une fiction. Le droit des patients est une fiction. C'est ce qu'écrit Pierron, un philosophe. Hein. Le droit des malades est une fiction. Et une fiction qui repose sur une égalité, mais pas une égalité de savoir, une égalité de statut. Mais surtout, nous dit Pierron, ce qui est important de noter, c'est que l'égalité ne fait pas la similitude. Ce n'est pas parce que nous sommes égaux que nous sommes similaires. Et donc, il ne faut pas faire de l'autonomie du patient, qui est la grande promotion de la loi du 4 mars 2002, il ne faut pas faire de l'autonomie le cheval de Troie de l'abandon. Le patient demeure vulnérable. Il faut donc inventer, sauf à avoir une vision exaltée de l'autonomie, il faut inventer la possibilité d'une autonomie dans la dépendance. Cette possibilité d'une autonomie dans la dépendance, eh bien, vous l'avez dans le texte majeur, qui est l'article L1111-4 du Code de la santé publique, que personne véritablement ne lit à partir de son point de départ. On connaît tous ce texte-là sur le consentement, mais on oublie toujours la première phrase. Toute personne prend avec le professionnel de santé, compte tenu des informations et des préconisations qui lui fournit les décisions concernant sa santé. Toute personne prend avec. Le mot qui est important dans cette phrase, c'est avec. Le patient ne prend pas seul une décision, le médecin ne décide pas seul, le professionnel de santé ne décide pas seul, on décide ensemble. Et pour décider ensemble, eh bien, il faut se parler, il faut s'entendre, il faut se comprendre, et il ne faut pas s'abandonner. Avec, cum, c'est le préfixe con, qui est le plus beau mot de la langue française, puisqu'il veut dire avec. Dire que le patient doit consentir, c'est qu'il va adhérer à la proposition de l'autre. Mais le patient ne peut pas exiger. C'est d'ailleurs ce que nous rappelle le Conseil d'État. Aucun texte ne consacre au profit du patient le droit de choisir son traitement. Le consentement est une condition nécessaire, ça n'est pas une condition suffisante. Incompréhension sur le sens d'information, consentement et décision. Je pense que j'ai explosé le temps de parole, donc Pas trop mal. pas trop mal, très bien. Quelques coupures. Je prends le temps, oui, c'est à cause des coupures. Informer. Qu'est-ce que ça veut dire, informer? Informare. Mettre en forme, le vieux François connaissait le verbe informer.
Mettre en forme. Qu'est-ce que l'on met en forme quand on est professionnel de santé? Son savoir. Informare. Si je vous demandais, mais on n'a pas le temps, je vais répondre à votre place. C'est ce que je fais le mieux. Qu'est-ce que vous voyez là? On voit un caillou, dirait Francis Cabrel, le grand poète français. Un caillou, un bloc de marbre de Carrare. C'est magnifique. Hein? Michelangelo Buonarroti, lui, il ne voit pas un caillou. Il voit la Pietà. Et quand les carriers de Carrare se sont vus dévoiler la Pietà par Michel-Ange, ils étaient extasiés. Ah, maestro è bellissima. Qu'est-ce qu'il répond, Michel-Ange? Elle était dedans. Lui, il l'a vu. Sauf que c'est hermétique, un bloc de marbre. Hein, le docteur me parle, Viala, vous souffrez d'un streptocoque bêta hémolytique infectant la sphère OL. Oh, je vais mourir. Non, c'est une angine. Je dis approximativement la même chose, approximativement, sauf que la première formule, c'est un bloc de marbre, c'est hermétique, c'est étanche, je n'y vois pas à travers. Angine, même si c'est approximatif, je comprends. Ben, ça veut dire informer, mettre en forme. Je mets en forme mes 12, mes 15 ans d'études, de façon certes approximative, mais intelligible, pour que le patient puisse émettre un consentement. C'est-à-dire une adhésion à ma proposition, un accord à une décision qui relève de l'initiative d'autrui. Les mots ont du sens. Hein. C'est d'ailleurs une des publications de LEH il y a quelques années, après un colloque brestois, hein, le sens des mots en droit des personnes et de la santé. Consentir, ce n'est pas exiger. Consentir, c'est adhérer à la proposition d'un autre. Celui qui sait et qui est légitime par son savoir, et celui qui subit, qui est patient, qui souffre, et qui est légitime par autre chose. C'est quoi la légitimité du soignant pour décider avec? C'est son savoir. C'est quoi la légitimité du patient? Elle est tout autre. En fait, une relation de soins, ça doit être l'heure qui me conduit à parler de ça. C'est une omelette au lard. Une omelette au lard, ça nous permet de faire la différence en droit des patients entre une personne concernée et une personne impliquée. Dans l'omelette au lard, il y a deux animaux qui interviennent, la poule, le porc. La poule est concernée par l'omelette. Le porc est impliqué dans l'omelette. Les soignants sont concernés par la relation de soins, très concernés. Le patient, lui, il est impliqué. C'est son corps qui est dedans. Alors, il ne sait pas, lui, hein, il n'a pas fait 12 ans d'études. Il est con comme un panier. Mais c'est son corps. Et sa légitimité, elle est là. Même s'il fait le mauvais choix. Même s'il fait le mauvais choix. Et donc, sur cette base, il peut consentir, sauf que le consentement, et je termine, mon cher Laurent, le consentement, il y a deux approches du consentement en droit français. Et malheureusement, on choisit toujours la mauvaise. La première, c'est Thomas d'Aquin dans la Summa Theologica, consensus voluntatis est actus qui praesupponit actum intellectus. Je pense que c'est clair pour tout le monde. L'acte de volonté présuppose un acte intellectuel. Le consentement, consensus autem voluntatis, l'acte de volonté, le consentement, est un acte, estatus, qui présuppose, qui praesupponit, actum intellectus, un acte intellectuel. Et comme le disent les médecins de ma région, pour certains patients, est-ce pas gagnat? Je vois que tout le monde parle occitan ici, c'est parfait. Oui, c'est pas gagné pour certains patients, parce que actum intellectus, comme le disent Henri Roland et Laurent Boyer dans les adages du droit français, eh bien, le consentement est juridiquement inexistant si l'intelligence fait défaut. Ah oui, alors il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas consentir, qui souffrent d'une altération des fonctions cognitives supérieures. Ouais, ils sont cons. Ainsi en est-il de l'enfant en bas âge et du vieillard dont les facultés intellectuelles sont si affaiblies qu'il ne saurait exprimer une volonté raisonnable. Le consentement, pour l'émettre, il faut être raisonnable.
Sauf que ça, c'est le consentement du droit des contrats, du droit des obligations. Et effectivement, mon vieillard Kakoshim en EHPAD, quand il traverse la 2x2 voies, qu'il va à la concession Ferrari et qu'il achète une Ferrari jaune, ce qui prouve qu'il a mauvais goût en plus, pas pour Ferrari, pour jaune, hein, enfin pour jaune ou Ferrari, c'est comme vous voulez, je peux remettre en cause son consentement. Mais le consentement dont je parle ici, ce n'est pas celui-là, c'est le consentement à l'atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique. Et c'est un autre consentement. Même si on se réfugie souvent dans ce consentement du droit des contrats, la preuve, dernière proposition de loi sur l'aide active à mourir, toute personne majeure capable, les parlementaires ne savent même pas qu'il n'y a plus de personnes incapables, hein, ils continuent d'écrire capable, alors que depuis 2007, on a supprimé le terme, tel que défini aux articles 1145 et 1150 du Code civil, c'est-à-dire toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. Pour recourir à une aide active à mourir, ce serait du contrat, du consentement relevant du contrat. Ça n'a pas de sens. Le consentement ici, c'est celui, non pas du droit des obligations, c'est une garantie procédurale qui oblige le soignant à respecter un droit fondamental traduit par ce passage de l'évangile de Jean, « Memu aptu », noli me tangere, ne me touche pas. Atteinte à l'intégrité du corps humain, ça nécessite un consentement. Ce n'est pas le consentement du droit des contrats, c'est une garantie procédurale. Quand elle dit non, c'est non. Quand il dit non, c'est non. Ah ben oui, mais ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas le problème. D'ailleurs, la Cour d'appel de Paris nous le rappelle, dans une relation sexuelle consentie entre deux personnes âgées, dépendantes, GIR 2, licenciement de l'aide-soignante qui les a isolées en chambre alors qu'elles opéraient un rapprochement significatif au réfectoire. Il y a un temps et un lieu pour tout. Le réfectoire, ce n'est pas l'endroit. On les met dans la chambre. Elle est licenciée pour faute grave parce qu'elle a permis à deux personnes d'assouvir une pulsion sexuelle sans pouvoir s'assurer de leur consentement. Ils ne peuvent pas consentir puisqu'ils sont vieux et GIR 2. Et la Cour d'appel dit, attendez, vous confondez deux choses. Vous confondez le discernement et le consentement. Et le consentement, bien, c'est tout simplement un comportement non équivoque. Ces personnes, dans 10 minutes, se souviendront peut-être pas pourquoi c'était bien, ni avec qui c'était bien, mais elles ont consenti et leur comportement était non équivoque. Non équivoque, même si aujourd'hui le CCNE nous dit il faut peut-être sortir de la logique du consentement pour retourner sur une logique d'assentiment, parce que certaines personnes ne peuvent pas consentir au sens où on l'entend sur le plan du droit. Dérive et perte de sens, dernière diapo. Moi, je crois beaucoup au progrès, je suis heureux de vivre au XXIe siècle, mais parfois ça me fait peur. Voilà une plateforme Internet couplée à un algorithme de recueil du consentement numérique et dématérialisé du patient. Ce n'est plus le praticien qui informe le patient, c'est l'algorithme. Alors, j'ai fait le test avec un ami chirurgien qui m'a programmé une fausse intervention chirurgicale. Et quand vous répondez mal, quand vous ne répondez pas à une question que vous pose l'algorithme, il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui dit « Attention, si vous ne répondez pas, votre chirurgien ou votre anesthésiste va être informé de la déprogrammation de l'intervention. » Alors que ce n'est plus le chirurgien, ce n'est plus l'anesthésiste, ce n'est plus le patient qui décide, c'est l'algorithme. Je rappelle juste que l'information et le consentement, le recueil du consentement, c'est une obligation personnelle du professionnel de santé, que l'information, elle est portable et elle n'est pas quérable. Ce n'est pas au patient d'aller rechercher l'information, c'est au professionnel de la lui donner. Et donc, le dernier mot, je le laisse à Bernard Kouchner. Il faut nous donner les moyens de sortir d'une relation trop souvent paternaliste. Il faut que les médecins admettent qu'ils ont en face d'eux des adultes, des partenaires. Et donc, je pense qu'il est temps que je me taise et que l'on parle un peu du patient partenaire, parce que la confiance n'est plus une confiance aveugle. Je rappelle que la confiance, ça n'est pas un dû, c'est un risque. Je vous remercie.
Merci beaucoup François et bravo, ta faconde méridionale fait merveille sur ce genre de thématique. Une réserve toutefois sur la couleur de la Ferrari. Jaune, c'est la vraie couleur des Ferrari. Elles sont devenues rouges par accident. En témoigne encore l'écusson qui est toujours jaune aux couleurs de modèle. Exact. Ah ouais. Bon, c'était un point de vue scientifique. Alors. Mon diaporama. Bien. Pendant ce temps-là, je vais peut-être me présenter. Voilà, je suis devant vous ce soir, peut-être avec 3 casquettes. Une casquette professionnelle de santé, donc je préciserai un petit peu après pour faire comprendre pourquoi je développe le thème qui apparaît au niveau du diaporama. Je suis patiente partenaire depuis maintenant 3 ans avec une pathologie chronique que je gère actuellement et je suis proche aidante d'un mari qui a un cancer depuis 8 ans et qui a une chimiothérapie tous les 15 jours depuis 8 ans. Donc, je l'accompagne, bien sûr, d'une manière permanente. Donc, la notion de proche aidant me paraît importante aujourd'hui. Alors, je pense qu'on va, à la suite de M. Viala, qui m'a quand même beaucoup impressionné avec toutes les citations, mais avec des mots-clés que j'ai retenus et qui me paraissent importants parce que je pense que dans l'avenir, ce serait essentiel qu'on change ces mots-clés et qu'on parle, qu'on explicite de plus en plus maintenant des termes comme ceux qui apparaissent ici à l'écran, le patient partenaire, et vous voyez que je le différencie du patient expert, on va expliquer tout ça, et je pense que ce sera important d'en parler en termes de concept, de façon à définir des attributs, peut-être que ces attributs d'ailleurs apparaîtront un jour dans une loi. Quelle perspective d'avenir de l'expérience patient? La notion d'expérience patient, je pense qu'aujourd'hui, on l'accepte, mais qu'elle doit devenir de plus en plus explicite pour qu'on puisse de plus en plus faire évoluer la qualité des soins à partir de l'expérience patient. Donc, pour notre système de santé en France, même si on a été beaucoup influencé par le Canada, par exemple, puisqu'on a des modèles qui nous ont été importés, mais je pense qu'aujourd'hui, on commence à avoir des expériences françaises qui sont tout à fait intéressantes. De l'implicite à l'explicite, parce que je pense que depuis la loi de 2002, la relation de partenariat existait. Moi, je ne vous dirai pas depuis quand. J'ai oublié de vous dire, je suis infirmière au départ, c'est vrai. J'ai travaillé quelques mots sur ma fonction professionnelle de santé, puisque c'est ma 3e casquette. Je suis professionnelle de santé. J'ai été infirmière, j'ai travaillé dans un service de Grand Brûlé pendant plusieurs années. J'ai pris une orientation d'enseignante ensuite à l'école d'infirmière, l'école des cadres. J'ai été directrice d'un UFSI que j'ai eu la chance d'ouvrir et de diriger pendant 10 ans. Et j'avais introduit l'enseignement clinique au lit du patient, parce que je ne supportais pas qu'on puisse apprendre des soins sur un mannequin. Quand j'étais étudiante infirmière, j'avais eu -5 à ma pratique de l'approbation parce que c'était une pratique sur un mannequin et que je n'avais pas parlé à mon patient. Or, je considérais que la communication ne pouvait pas se faire avec un mannequin. Donc, bien sûr, j'avais fait un soin technique de très haute qualité, c'est ce qu'on m'avait dit, mais j'avais eu -5 parce que je n'avais pas parlé avec mon patient. Donc, quand j'ai été directrice d'IFSI, j'avais obtenu l'accord de mon directeur, c'est de ne pas avoir de mannequin dans mon IFSI et de faire de l'enseignement clinique au lit du patient. Donc, avec toute cette expérience, après ma fonction de directrice, j'ai pris ma retraite au niveau du public de directrice d'IFSI. Je suis partie au Canada et j'ai fait une formation de recherche à la théorie ancrée, parce que j'avais dans l'idée, bien sûr, de pouvoir faire de la formation supervision sur le terrain. C'est ce que j'ai pu faire. En revenant en France, j'ai créé un organisme de formation et je me suis permise, et j'étais acceptée par les équipes, c'est ça qui était extraordinaire. J'ai pu faire de la formation directe sur le terrain pendant 14 ans, donc avec beaucoup d'exemples, bien sûr, de tous les services d'un hôpital. J'ai fait des centres de soins, j'ai fait des SIAD, et je n'ai pas encore écrit ma recherche. Je vais commencer à l'écrire parce que j'ai décidé de modéliser avec ce que j'avais pu voir comme explicite, souvent qui était d'ailleurs considéré comme quelque chose qui effectivement n'avait pas trop d'importance au niveau de l'hôpital, mais quand on l'analysait, tout le monde a pris conscience.
Donc, j'ai pu modéliser le raisonnement clinique, j'ai pu modéliser le raisonnement clinique partagé. Donc, j'ai écrit des articles, j'ai écrit des livres. Et presque automatiquement, à un moment, le terme de patient partenaire, est devenu pratiquement obligatoire dans la notion de raisonnement clinique partagé. Donc, j'ai terminé par coécrire un livre avec un médecin urgentiste. C'est assez surprenant. Quand on parle de patient partenaire, on pense beaucoup à pathologie chronique. Or, j'ai écrit ce livre avec un médecin urgentiste. Et nous avons dans ce livre qui s'appelle Patient partenaire, patient expert de l'accompagnement à l'autonomie, avec plein d'exemples concrets, puisqu'on a fait un travail de questionnaire qu'on a analysé. Donc, on a pu effectivement mettre en évidence ce concept de patient partenaire et ce concept de patient expert. Alors, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, puisqu'on est sur les 20 ans de la loi de 2002, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on rende de plus en plus explicite les notions qu'on va expliquer maintenant. C'est un véritable partenariat passant professionnel de santé, proche aidant. Et je crois que c'est ce triptyque qu'il faut que de plus en plus on fasse évoluer progressivement. Ce n'est pas uniquement le patient partenaire, ce n'est pas uniquement le professionnel de santé, c'est le proche aidant. Et je pense qu'il faut qu'on ait une évolution concrète au niveau de ces trois parties du triptyque qui doit se construire par étapes, de la recherche diagnostique à l'évaluation des indicateurs de résultats avec une adaptation à chaque patient. C'est ce qui est compliqué parce que un patient qui est partenaire n'a pas forcément le même niveau de partenariat d'un autre patient. Donc, c'est important, bien sûr, d'adapter à chaque fois. Certains patients pourront être identifiés comme des experts qui deviendront des pairs aidants et qui deviendront une ressource à différents niveaux du système de santé. Je pense que dans l'Assemblée, il y a peut-être des patients qui sont devenus des patients partenaires experts. Et pour moi, c'est une évolution de la notion de patient partenaire. Ce sont donc deux concepts différents et je pense que c'est important de les considérer comme des concepts différents. Deux concepts différents, mais en même temps complémentaires. Le patient partenaire, on va le rencontrer et on doit le rencontrer dans toutes les situations de santé, que l'on soit en service d'urgence, que l'on soit en service aigu, en médecine, en chirurgie, pour aller jusqu'à la mesure de la satisfaction de l'expérience des patients hospitalisés. Aujourd'hui, on est très souvent dans des évaluations quantitatives, on le verra un peu plus loin, mais je pense que les récits d'expérience, l'évaluation qualitative doit également se développer. J'ai eu personnellement, je vous ai dit que j'étais dans une pathologie chronique qui a commencé par une intervention chirurgicale et comme j'ai vécu cette intervention avec des émotions positives, j'ai décidé de réfléchir sur ce que j'avais vécu et j'ai écrit mon expérience patient. Donc, je vous en parlerai plus loin parce que ça a été analysé par une experte de la Haute Autorité de Santé qui a lu cette expérience patient qui a été publiée et qui en a déduit qu'on pouvait effectivement analyser des verbatims à partir de là et peut-être faire de la recherche. Et donc, je pense que l'évaluation quantitative n'est pas suffisante. Ce sera intéressant de développer également les récits d'expérience et l'évaluation qualitative. Le deuxième concept, c'est ce qu'on appelle un patient expert. Alors, je sais que les patients experts, on vous appelle des patients partenaires experts. Mais je voulais bien différencier la notion de partenaire pour tous les patients. Parce que même les patients qui ne deviendront pas des experts doivent être considérés aujourd'hui dans une relation de partenariat. Monsieur Viala a parlé de la relation, j'y reviendrai un petit peu plus loin. C'est une relation qui est extrêmement intéressante, qui implique non seulement le patient, mais qui implique beaucoup le professionnel de santé aussi au niveau de la relation. Donc, le patient expert est plus dans les pathologies chroniques, puisqu'il faut avoir un long temps d'expérience, qui peut être une ressource aujourd'hui, par exemple pour l'éducation thérapeutique, par exemple pour la préparation à la certification, par exemple pour l'apprentissage, puisqu'on a aujourd'hui en France, au niveau de l'Université de la Sorbonne, des patients partenaires experts qui sont des formateurs à expérience patient et qui enseignent avec les professeurs de médecine. Et j'ai même appris qu'aujourd'hui, ils font partie des évaluations des internes
avec les professeurs de médecine. Donc, c'est une avancée qui est quand même extrêmement importante. Je reviens quelques instants pour un petit peu plus de détails sur le concept du patient partenaire dans toutes les situations de santé. Je fais la différence entre la démarche clinique, ce qu'on appelle la démarche clinique qui commence par une démarche diagnostic pour aller jusqu'à un diagnostic et ensuite évoluer donc avec les soins qu'on fait au niveau du patient. La démarche clinique avec un raisonnement clinique partagé. Je pense qu'aujourd'hui, vous en avez parlé, Monsieur Viala, je suis quelqu'un de très optimiste, hein, mais je pense qu'on quitte de plus en plus un cloisonnement. Moi, j'ai vécu la période où on devait obéir aux médecins. Et quand j'étais étudiante infirmière, je n'avais pas le droit de parler aux médecins pendant mon stage. Je peux vous assurer que j'ai désobéi parce que je considérais que c'était extrêmement important de poser des questions pour avoir des connaissances. Mais la notion de raisonnement clinique partagé entre les professionnels de santé, je pense qu'on peut démontrer aujourd'hui qu'on a des indicateurs de performance, quand on n'est plus dans un cloisonnement, mais quand on est dans un raisonnement clinique partagé. Et là, dans le raisonnement clinique partagé, le patient va être à l'intérieur. On va avoir une relation de partenariat et on va essayer de voir un petit peu plus loin ce qu'on peut concrétiser à partir de là. Donc, on va faire la différence entre la démarche clinique pour être partenaire avec le patient et la démarche d'adaptation du soin. Et aujourd'hui, on parle, ça apparaît dans nos textes à nous, on parle de projet personnalisé de soins, ou projet de soins personnalisé. Donc, ça veut dire que le patient va être vraiment intégré. Et je reviendrai sur ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai un exemple concret que j'ai vécu avec un patient quand vous avez parlé de l'autonomie dans la dépendance. Moi, je parle d'autonomie physique et d'autonomie comportementale. On verra que, effectivement, aujourd'hui, c'est important de considérer cette notion d'autonomie-là au niveau des patients. Donc, on a effectivement, vous avez parlé de patients passifs. Moi, aujourd'hui, bien sûr, je vais parler de patients actifs. Je vais parler de patients actifs. Je pense qu'il faut réhabiliter, s'il y a des médecins dans la salle, vous avez peut-être connu ça, ce qu'on a appelé la médecine narrative. Hein, la médecine narrative, ça veut dire on laisse le patient raconter. J'ai donné un exemple dans mon livre qui est un exemple de mon mari d'ailleurs, avec son oncologue, puisque je trouve que c'est un oncologue qui conduit une médecine, vraiment une médecine narrative. Ça veut dire que, je vais vous donner l'exemple concret, quand mon mari est en consultation avec lui, l'oncologue ne regarde pas les résultats du scanner, il s'adresse à mon mari, donc il le regarde, on est dans une relation de partenariat, et il lui dit, Monsieur Psiuk, racontez-moi ce qui se passe, ce qui s'est passé depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Et c'est ça la médecine narrative, on raconte. Et mon mari raconte, il ne parle pas beaucoup habituellement, mais là il raconte, et le médecin identifie des mots-clés. Les fourmillements, par exemple, au niveau des doigts, la fatigue, etc. Et après, il revient au niveau de ces signes-là et il y a une discussion qui s'installe. Il y a une discussion qui s'installe entre le patient, qui est véritablement un partenaire, et le médecin. Et c'est ce qu'on appelle la médecine narrative. J'en entends parler de plus en plus. Je viens de voir un livre qui est sorti sur la médecine narrative. Donc, je pense que c'est important pour considérer effectivement que le patient est actif et n'est plus passif. On va être dans une co-construction du raisonnement clinique. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Le patient, il va expliquer des symptômes. Le professionnel de santé, il va avoir des hypothèses. Et en fonction des hypothèses et des connaissances qu'il a, il va poser des questions. Le patient va compléter, etc. C'est une co-construction. La notion de co-construction est aujourd'hui un terme aussi qui est extrêmement important pour considérer qu'un patient partenaire ne doit plus être passif, mais doit être actif. On est donc dans une relation de partenariat. Et dans la relation de partenariat, c'est ce qu'on appelle une relation d'aide. Hein. On est dans, je vais utiliser le mot, c'est une relation d'aide counseling. On n'est pas dans une relation d'aide de civilité. On n'est pas dans une relation d'aide psychothérapeutique. On est dans une relation d'aide
counseling, c'est-à-dire qu'on aide le patient effectivement à s'exprimer et on va avoir une alternance de position haute et de position basse. Et ça, ce sont des notions extrêmement importantes aujourd'hui pour considérer, pour rendre explicite cette notion de partenariat avec les patients. Création du lien de confiance. Dans la relation de partenariat, la création du lien de confiance est extrêmement importante. Et j'ai marqué création parce que c'est à chaque fois une création. Chaque patient est différent. Et aujourd'hui, un patient peut avoir très mal vécu son suivi au niveau de sa pathologie, par exemple, et on aura une nouvelle création, un nouveau lien de conscience, un lien de confiance à créer avec lui. Donc, toujours pour le concept du patient partenaire dans toutes les situations de santé, on a vu la démarche clinique, le raisonnement clinique, et ensuite on est dans les soins. Donc, on est beaucoup de professionnels à faire des soins. Il n'y a pas que des infirmières, il y a des kinésithérapeutes, il y a des ergothérapeutes, etc. Et on va être aussi à chaque fois dans une co-construction du soin personnalisé. C'est ce qu'on appelle la pratique collaborative. Ce sont des termes qui maintenant devraient devenir familiers quand on parle de soins avec des patients partenaires. On parle de soins standards. On a au niveau de la qualité de soins, on a ce qu'on appelle des protocoles de soins. On doit faire les soins d'une certaine manière pour que les soins soient de qualité. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut également faire une démarche pour que ce soin soit personnalisé et faire une adaptation constante des soins. Le patient a un rôle actif et on peut aller jusqu'à ce qu'on appelle pas uniquement une autonomie, mais un sentiment d'efficacité personnelle. C'est un Canadien qui a développé ça, Albert Bandura, qui dit qu'avec les patients, on doit effectivement aller le plus loin possible. Et c'est pas simplement être autonome, mais avoir un sentiment d'efficacité personnelle. J'ai publié dans le livre que j'ai coécrit avec le médecin urgentiste, on a publié l'exemple des patients qui avaient un diabète et qui avaient fait une formation pour passer de la piqûre d'insuline à la gestion d'une pompe à insuline. Et à domicile, ils ont... Dans le sens Toulouse-Bordeaux sont... C'est réglé. Et à domicile, ils ont réussi, en ayant un entretien avec les patients, à montrer que les patients avaient véritablement un sentiment d'efficacité personnelle et c'est quelque chose d'important. J'ai envie de vous parler d'un exemple personnel, pas un exemple personnel, un exemple que j'ai vu dans un centre de soins. J'ai promis à ce monsieur que jusqu'à la fin de ma vie, je parlerai de son exemple parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un monsieur qui avait une sclérose latérale amyotrophique et qui, donc, paralysé complètement, mais donc l'autonomie dans la dépendance. J'ai pensé à lui quand vous avez parlé de l'autonomie dans la dépendance. L'autonomie dans la dépendance, c'était quelque chose de très difficile à trouver. Et bien, l'infirmier et l'aide-soignant qui s'occupaient de lui à domicile, donc pour faire sa toilette, pour faire tous ses soins d'hygiène, ont réussi à négocier avec lui son protocole de soins toilette qu'il a tapé lui-même avec une baguette sur son ordinateur. Ce protocole est extraordinaire. Je l'ai diffusé plusieurs fois dans plusieurs livres en l'analysant. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Il l'avait appelé mode d'emploi du Vianney, je ne dirai pas son nom, et avec une structure de sa toilette où on voyait très très bien le lien avec des indicateurs cliniques. Par exemple, il avait très peur qu'on lui fasse une fausse route avec des mauvaises manipulations pendant son soin. Il avait négocié avec l'infirmier et l'aide-soignant qu'on commence par son lavage de dents en prenant toutes les précautions qu'il avait mentionnées avec des petits détails. Laisser monsieur B se saisir de l'eau dans la bouche, il pouvait aspirer, il pouvait encore avoir cette autonomie physique-là, c'était extraordinaire, donc il pouvait le faire, donc c'était respecté, et c'était au début de sa toilette, parce que comme ça après, il n'avait plus la trouille, il n'avait plus peur. Donc voilà, c'est un exemple extraordinaire de soins personnalisés et du rôle actif. Je vais vous lire tout de suite une partie. Vous m'arrêterez, hein, parce que il n'y a aucun problème. Bon. Quand je suis partie, c'est compliqué après. J'ai préparé des petites citations
Et là, je crois que c'est le moment que je dise une citation de Didier Robillard, que je remercie, qui est président de France Parkinson et qui m'a confié pour diffusion un discours qu'il avait eu à la journée nationale sur le Parkinson, la maladie de Parkinson. Donc, je l'ai diffusé son discours complet, mais je lis un petit extrait. L'impératif est de considérer que la personne vulnérable, vous avez utilisé ce mot-là tout à l'heure, Monsieur Viala, doit demeurer actrice de sa vie et de faire en sorte que notre système de santé sache l'entourer pour qu'elle vive au mieux son parcours de vie. Dès lors, le parcours de soins et de santé du patient suppose que la personne soit au cœur des décisions qui la concernent. Voilà, donc ça clôt cette partie effectivement du patient partenaire dans toutes les situations de santé, patient actif, co-construction, autonomie comportementale. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, vous avez parlé d'autonomie dans la dépendance. Et en fait, je pense qu'au niveau de l'apprentissage de tous les soignants, c'est important qu'on distingue l'autonomie physique de l'autonomie comportementale. Un patient peut être complètement paralysé, c'était le cas de ce monsieur, il avait une sclérose latérale amyotrophique qui était arrivée presque à la fin, donc il n'avait aucune autonomie physique, mais il avait encore une autonomie comportementale. Et ce qui est important, c'est que les soignants qui ont respecté cette autonomie comportementale ont agi sur son estime de soi. Vous savez, un patient qui sait très bien qu'il va mourir avec la pathologie qu'il a, on ne peut pas le rassurer. Il faut trouver le moyen d'agir sur son estime de soi. Et là, c'était vraiment un moyen que l'infirmier et l'aide-soignant avaient trouvé par rapport à ce patient-là. Alors, toujours dans le patient partenaire, dans toutes les situations de santé, j'en vois de plus en plus, mais je pense que ça devra se développer dans les années à venir parce qu'on parle de plus en plus de parcours de soins. On est maintenant sur des territoires avec ce qu'on appelle des CPTS, des communautés professionnelles territoriales de santé. On travaille de plus en plus en coordination entre professionnels de santé. Je pense qu'il y aura de moins en moins de cloisonnement et que la notion de raisonnement clinique partagé, de décision de soins partagés, de réunion clinique pluriprofessionnelle avec la présence du patient et la présence du proche aidant, mais actif, hein, c'est-à-dire que le patient participe à la réunion clinique pluriprofessionnelle. Et je pense que ça se fait dans certains secteurs, bien sûr, dans les secteurs peut-être de rééducation. Moi, je l'ai vu dans un secteur de rééducation, dans des secteurs, peut-être des secteurs où on est en fin de vie. Ces réunions cliniques pluriprofessionnelles, mais je pense qu'elles auraient leur place dans beaucoup de secteurs et qu'on peut y intégrer effectivement la présence du patient et la présence du proche aidant. Pourquoi j'insiste beaucoup? Parce qu'on parle aujourd'hui, bien sûr, beaucoup d'intelligence collective et que dans ces réunions pluriprofessionnelles, ce qui est logique à observer, c'est qu'on a à la fois des professionnels qui soient médecins ou paramédicaux ou médico-sociaux. On a des professionnels débutants et des professionnels experts. Et quand on parle de raisonnement clinique partagé aujourd'hui, avec la présence des patients, je pense que c'est important d'être le plus possible dans des collaborations, dans des coordinations pour développer l'intelligence collective, pour développer les compétences collectives. Voilà, moi, ça me paraît aujourd'hui aussi être un des éléments tout à fait importants. Alors, je pense qu'on va terminer là-dessus pour le patient partenaire. C'est qu'il faut aller jusqu'à la mesure de la satisfaction. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de la mesure de la satisfaction de l'expérience des patients hospitalisés. J'ai moi-même été concernée puisque j'ai été hospitalisée et opérée. Donc, j'ai reçu effectivement, dès l'intervention, que l'on soit en public ou en privé, on reçoit un questionnaire de la Haute Autorité de Santé
qui nous demandent notre avis sur la relation avec les médecins, sur la relation avec l'infirmière, sur la relation avec l'aide-soignante, sur les repas, la qualité des repas, par exemple, sur la qualité des soins. Enfin voilà, on nous pose des questions. Ça, c'est ce que j'appelle une évaluation quantitative. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir également des évaluations qualitatives. L'analyse de récits écrits par des patients et pas uniquement des récits négatifs. Je conçois qu'on puisse écrire des récits d'expérience qui soient des récits d'expérience où on met en évidence une expérience négative. Ça, je le conçois, bien sûr, et on doit être tout à fait capable d'analyser ces expériences négatives. Par contre, je crois aussi que c'est fort important d'écrire les expériences positives. J'ai écrit la mienne, je vous l'ai dit, hein, mon expérience patient en chirurgie et au bloc opératoire. Je vous en lis un petit passage. La chirurgienne que j'ai rencontrée avant l'intervention a créé le lien de confiance avec des informations simples, précises, illustrées par un schéma, à la fois sur la période préopératoire, mais également post-opératoire, sans oublier les risques liés à l'intervention. Les soignants se relaient dans la chambre dès votre entrée et nous accueillent chacun à leur tour, infirmières, aides-soignants, internes en chirurgie, avec des informations et des questions adaptées à leurs fonctions. L'ensemble permet aux patients d'acquérir suffisamment de connaissances pour entrer dans une dynamique de partenariat. Cette communication de partenariat donne régulièrement une position haute aux patients dans la relation et m'a aidé à gérer le stress préopératoire car le raisonnement cognitif prend le dessus sur l'émotion négative. La chirurgienne m'a prévenu à un moment de l'intervention, c'était une analgésie, hein, pas une anesthésie générale, donc j'entendais. La chirurgienne m'a prévenu à un moment de l'intervention que j'allais ressentir une tension dans ma jambe gauche en précisant la normalité de ce ressenti à cette phase de l'opération. J'ai ainsi pu maîtriser ce moment car j'ai pu l'anticiper et surtout ne pas avoir une peur inutile. Vous voyez comme l'information peut quelquefois avoir vraiment une importance. Et c'est un passage, hein, vous pourrez lire sur managersanté.com si vous voulez avoir l'entièreté de l'expérience. Je l'ai publié sur managersanté.com, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Une dame qui s'appelle Sami Yasmine a lu le récit d'expérience et elle est chef de projet au niveau de la Haute Autorité de Santé. Et voilà son analyse d'un tel récit, récupérer du qualitatif, du verbatim pour évaluer un parcours, faire du feedback positif et l'exploiter pour répondre aux questions suivantes. Pourquoi cette équipe fonctionne bien? Quelle est l'organisation en place? Et voilà ce qu'elle a écrit. Je retrouve dans ce témoignage des mots-clés qui font sens pour que ça marche. L'ambiance, la confiance, l'information, la communication, la participation du patient et le leadership. Tous ces ingrédients nous rappellent l'importance du travail en équipe, le bien-être des professionnels, tous essentiels. Et je terminerai, parce que j'en parlerai, il y aura peut-être des témoignages de patients partenaires experts. Donc le patient partenaire dans toutes les situations, tout le monde ne deviendra pas expert. On parle aujourd'hui de patients partenaires experts, de patients experts, presque essentiellement, bien sûr, dans les pathologies chroniques, puisque ce patient va développer ce qu'on appelle un savoir d'expérience. Et ce savoir d'expérience est important, bien sûr, même si tous les patients sont des partenaires essentiels pour les professionnels de santé, mais seulement certains deviendront des patients partenaires experts. Tout le monde ne devient pas des patients partenaires experts qui mettront à la disposition des décideurs leur savoir et leur expérience pour contribuer à l'évolution du système de santé. C'est en fait l'évolution d'un savoir d'expérience complémentaire au savoir scientifique. Je pense que c'est fort important aujourd'hui, c'est qu'on comprenne bien que les patients partenaires experts peuvent tout à fait transmettre et transférer leur savoir d'expérience. Et c'est complémentaire, bien sûr, aux médecins et aux autres professionnels de santé qui auront plus des connaissances, bien sûr, scientifiques. Je pense que les deux sont extrêmement importants. Connaissance de leur maladie, adaptation de leur parcours de vie.
Je vais vous lire quelques mots que j'ai diffusés dans le livre, un gros livre qu'on a publié chez LEH. On est 54 auteurs, donc moi j'ai eu la chance de pouvoir écrire sur la notion de patient partenaire. Et dans l'article que j'ai écrit dans ce livre, voilà ce que j'ai écrit sur les patients experts. Ces personnes vivent avec une maladie chronique et doivent gérer leur douleur, des handicaps pour les activités de la vie quotidienne, avec quelquefois des difficultés pour se déplacer. Ils doivent gérer leurs soins, leurs traitements, leurs rendez-vous médicaux, et malgré toute cette charge mentale et physique, ils trouvent le temps et l'énergie pour devenir patients partenaires experts. Nous pouvons les admirer et leur manifester notre reconnaissance pour cet engagement essentiel auprès des professionnels de santé. Je collabore avec un monsieur qui est patient partenaire expert, Alliance du Cœur, dans la région des Hauts-de-France, et je crois que c'est extrêmement important de prendre conscience que ce sont des personnes qui souffrent, qui ont des souffrances, qui ont des douleurs et qui donnent de leur temps pour devenir des patients partenaires experts. Alors, les patients partenaires experts, on va terminer. Voilà, donc certains seront associés à différents niveaux du système de santé. Aujourd'hui, on introduit des patients partenaires de plus en plus dans les formations éducation thérapeutique. Personnellement, je suis assez favorable aux formations en binôme, c'est-à-dire des patients partenaires experts avec des professionnels de santé qui suivent la même formation d'éducation thérapeutique. Donc là, on a en France des expériences qui se multiplient. Certains patients partenaires experts aujourd'hui participent à la certification. J'ai un exemple donc avec le patient partenaire expert avec qui je collabore dans un hôpital des Hauts-de-France où il est en train de préparer les professionnels de santé à la prochaine certification qui est avec des patients traceurs. Certains patients donc, sont intégrés dans des formations universitaires. Je trouve que ce n'est pas encore beaucoup en France. J'ai l'expérience de l'université de la Sorbonne, où il y a effectivement des patients partenaires experts qui sont associés aux professeurs pour la formation des médecins internes. Mais je ne vois pas beaucoup d'autres universités où effectivement cette expérience se développe et je pense que c'est une expérience très intéressante qu'il y ait cette collaboration au niveau des savoirs. Construction des chemins cliniques, on peut intégrer effectivement aujourd'hui dans la notion de parcours de soins, on parle de plus en plus sur les chemins cliniques. Donc j'ai des expériences avec des patients qui ont la BPCO, bronchopneumo, à cette heure-ci, je ne veux plus savoir bien le dire, mais enfin la BPCO, voilà. Et puis les critères de fragilité de la personne âgée, où on construit les chemins cliniques et on fait participer effectivement des patients partenaires experts dans ces co-constructions avec les professionnels de santé. Et voilà en conclusion, donc je conclurai. Ça va, j'ai respecté. On est à 2 minutes, c'est parfait. Alors, je pense qu'aujourd'hui, et on est parti pour longtemps, on est sur des nouveaux concepts qui s'appellent parcours de soins, parcours de santé. Voilà, on nous parle sans arrêt de parcours de soins, parcours de santé. Moi, j'ai associé avec ces notions-là, ces termes-là, patient partenaire, patient expert, expérience patient. Et je pense que tout ça crée un nouveau paradigme commun à toutes les formations de santé. Alors, en conclusion, c'est ce que j'ai proposé dans l'article qui a été diffusé dans le livre chez LEH. En conclusion, je pense que c'est une formidable opportunité pour ouvrir l'Université des sciences pour la santé, j'en rêve depuis des années, regroupant l'ensemble des formations médicales, paramédicales, médico-sociales et pourquoi pas les patients experts. Et écoutez, mon rêve est en train de se réaliser puisqu'il y a 40 expériences en France depuis l'arrêté du 9 septembre 2021. 40 universités en France qui sont en train d'expérimenter pour 5 ans. Donc, ce sont des expérimentations qui commencent pour 5 ans. Donc, ils sont en train d'expérimenter effectivement des formations, par exemple, d'infirmières, de manipulateurs radio, etc. Enfin, des formations où il y aura des modules communs. Donc, je vais être très vigilante pour que le module patient partenaire, patient expert
soit intégré dans ces modules communs, puisque c'est un des modules que je considère comme étant un module vraiment de coordination pluriprofessionnelle dans cette évolution. Voilà. Merci. Je vais terminer. Alors, merci à tous les deux. Vos deux interventions se complètent parfaitement, donc c'est impeccable. Peut-être je vais prendre quelques questions d'abord qui ont été posées par le chat, et puis après, on rebondira avec des questions de la salle. Juste peut-être, on nous demande une précision sur les notions de notion haute et notion basse du patient. Vous avez évoqué ces notions-là. La position haute et la position basse. L'alternance, oui, c'est dans la médecine. La position haute, ça veut dire qu'on demande au patient, par exemple, de raconter, de décrire ses signes. Si vous voulez, on quitte, quand on a une relation qui alterne la position haute, ça veut dire le médecin, là, va l'écouter et lui laisse expliquer. Il a donc la position haute. Mais bien sûr, le médecin va reprendre après la position haute puisqu'il évolue dans son raisonnement. Dans son raisonnement clinique, il a des hypothèses et il va poser des questions après complémentaires et il redonne la parole au niveau du patient. C'est ce qu'on appelle en relation d'aide l'alternance de la position haute et de la position basse. Voilà. Dans la notion de relation d'aide. Merci. François, tu veux? Non, je crois que tu voulais réagir. Non. On a juste aussi une autre question sur la notion justement de patient expert ou patient partenaire. Comment faire pour que la subjectivité du patient finalement ne vienne pas brouiller un petit peu les cartes? Comment transformer finalement en quelque chose d'objectif, quelque chose qui pourrait être un petit peu trop subjectif? En lui demandant de décrire, en lui demandant d'expliquer. Voilà, un patient, vous savez, ça c'est toutes les précisions qu'on demande en raisonnement clinique. J'attache énormément d'importance à ça, où un patient, il va vous dire j'ai mal, ou décrivez-moi. D'abord, je pense que le cognitif, c'est très bien parce qu'on parvient à gérer ses émotions quand on décrit. Donc, voilà, donc il faut décrire, si vous voulez. Et ça, c'est toute la base d'un raisonnement clinique. On nous apprend justement à... c'est pas... j'ai mal à la tête, j'ai des nausées, c'est pas suffisant. Donc, on dit, il faut décrire. Donc, ça vous arrive quand, etc. Quoi. Voilà. Je sais pas si c'est suffisant, mais... Oui. Et enfin, une autre remarque, mais ça peut vous concerner tous les deux, c'est-à-dire c'est la difficulté finalement de mettre en pratique les bonnes pratiques que vous décrivez peuvent se heurter quand même à une réalité, notamment la réalité du temps que l'on peut consacrer à un patient. Alors oui, je vais donner une réponse. Allez-y. Dans l'article, je vous ai parlé d'un article que j'ai diffusé dans le livre. C'est déjà comment le titre? Innovation, évolution du système. Voilà. Donc c'est dans cet article-là. J'ai décrit ce que je vous ai décrit et à 2 endroits, j'ai entouré plusieurs phrases dans lesquelles j'ai écrit effectivement que cette relation de partenariat telle qu'elle est décrite demande du temps, de l'énergie et qu'elle doit se traduire par les effectifs adaptés avec un salaire adapté. Bien sûr, je l'ai précisé. Mais je reviens sur ce que j'ai dit au début, c'est pour ça qu'il faut que ce soit explicite. Aujourd'hui, on est payé sur des actes, un acte, alors que quand c'est un soin personnalisé, c'est complètement différent. Donc, il faut expliquer, il faut... voilà, et puis... question pour François. On va voir les juristes après. Comment concrètement, tu l'as expliqué dans ta présentation, la co-construction de la décision médicale, consentir avec, consentir ensemble, patient qui adhère finalement à la proposition, tout ça se fait à 2. Concrètement, comment faire pour que tout ça fonctionne en bonne intelligence? Il y a autant de réponses qu'il va y avoir de relations de soins. La première des choses, et c'est une pirouette, c'est de bien choisir son professionnel de santé. C'est-à-dire que
effectivement, le libre choix, c'est aussi, quand il est possible, choisir un professionnel, non seulement bien entendu pour l'immense qualité de sa technique, mais aussi parce qu'il a lu l'évangile de Luc et la parabole du bon samaritain. Un homme a été agressé au bord de la route, vous vous souvenez, victime de horjacking. Passe un sacrificateur, passe un lévite qui l'évite, et arrive un samaritain ému de compassion. Il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, donc oléothérapie, œnothérapie, fait un acte technique. Puis il prit soin de lui. Moi, quand je choisis un médecin, bien entendu, sur certaines activités, je vais choisir d'abord un hypertechnicien. Il y a aussi des praticiens que je choisis parce que j'ai un relationnel avec eux, parce qu'on peut parler d'autre chose d'ailleurs que de ma pathologie, et va s'instaurer un climat, une confiance, un dialogos, un dialogue, et donc on va pouvoir lui m'informer, moi comprendre ce qu'il me dit, et à ce moment-là, la construction se fait. Enfin, c'est aussi ancien que l'enseignement de la médecine, hein, ce que on dit là. Guy de Chauliac l'a écrit, Verdier, Zacchias l'ont écrit. Et en fait, le problème, c'est que on n'enseigne plus véritablement cette capacité de dialoguer. Effectivement, quand vous faites de l'enseignement sur mannequin, vous respectez l'intimité de la vie privée des patients anesthésiés sur lesquels on ferait un TR ou un TV, sans les en informer d'ailleurs, et c'est pas une mauvaise chose, le mannequin, hein, plutôt que le patient anesthésié non informé, dans le cadre d'un enseignement clinique, mais en même temps, vous perdez toute cette possibilité relationnelle. Donc, ça s'apprend aussi. Ça s'apprend. Et comment on instaure ce dialogue? Bien, en étant conscient que je ne peux rien imposer à l'autre et qu'il ne peut rien m'imposer. Et quand le climat ne passe pas, c'est comme dans tous les couples, hein. Il y a un moment, il faut rompre. Cette bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des... Je suis marié depuis 30 ans et je n'ai pas l'intention que ça s'arrête. Ah bon, d'accord, okay. Tu m'inquiétais là. Est-ce que parmi les personnes présentes, il y a des questions? Il y a des micros. D'abord. On voit le fond d'écran de quelqu'un en fait qui est connecté. Donc, je vais l'enlever. Bonjour, j'avais une question pour tous les deux, notamment pour François Viala. Je suis anesthésiste en maternité, notamment. Vous étiez intervenu dans un de nos congrès à Montpellier. Vous avez rappelé que l'information était portable mais non quérable. En obstétrique, c'est assez difficile à réaliser, que ce soit autant de la consultation, autant du suivi, autant de l'accouchement lui-même. Et on doit faire face, c'est pour ça que le terme d'usager, je suis content que vous l'ayez un peu remis en cause, parce que si on reprend sa définition, c'est qui utilise un service, et on se retrouve parfois en difficulté avec des projets de naissance extrêmement restrictifs. Et donc là, ça inverse la notion de consentement. C'est presque l'obstétricien et les autres professionnels de santé qui devraient consentir à des demandes de la part des patientes. Donc, ça reposerait idéalement sur une information qui aurait été partagée antérieurement, lors des consultations, lors du suivi de grossesse. Mais si l'information n'est que portable, il y a un problème pratique de temps. Donc, sans aller jusqu'au consentement informatisé, comme vous l'avez présenté, qui est vraiment un extrême, est-ce que justement tout ce qui existe de support papier, de sites, sont totalement à proscrire, sachant qu'avec mon anesthésie, on a souvent 10 minutes de consultation, hein. En plus, à Bordeaux, qui est maintenant une des premières de France, 6 000 naissances par an, plus de 6 000 naissances, on est dans un temps restreint. Donc, comment procéder et comment rétablir aussi cette confiance pour ne pas être trop confronté justement à ces difficultés de consentement inversé, de mon point de vue.
On a combien de temps? Alors, c'est une vaste question que j'enseigne en 14 heures en 5e année de maïeutique. Donc là, on peut prendre le temps. Aujourd'hui, je vais vous la faire en 40 secondes. Faut-il proscrire l'écrit? Non. Faut-il substituer l'écrit à l'oral? Surtout pas. L'information, c'est d'abord, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le texte sur l'information. L'information, elle se fait dans le cadre d'un entretien individuel. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un entretien individuel? Ben, c'est du Hamel, c'est le colloque singulier. Donc, il faut qu'il y ait un entretien, que cet entretien soit individuel, ce qui pose d'ailleurs la question de la présence du tiers aidant. Oui, bien sûr, oui, 100 fois oui, si le patient est d'accord. Et je ne présume pas de la volonté d'être accompagné par un patient, notamment en gynécologie obstétrique. C'est pas parce qu'il y a le conjoint, c'est pas parce qu'il y a la conjointe, c'est pas parce qu'il y a la maman, c'est pas parce qu'il y a la sœur que la future parturiente, que la patiente est d'accord pour qu'elle soit là. Donc il faut arriver à un moment, être isolé avec le patient pour savoir si elle est bien d'accord pour que l'autre entende tout ça. C'est pas facile, hein, notamment dans certaines dispositions architecturales. Ben oui. Et la Haute Autorité de Santé, dans les recommandations de bonne pratique sur la dispensation de l'information, vous avez entendu ce que je dis, c'est une horreur. On a des recommandations de bonne pratique sur la dispensation de l'information. C'est-à-dire qu'on a tellement perdu le sens dans ce pays que l'article L 1111-2 du Code de la santé publique nous dit il y aura des recommandations de bonne pratique pour expliquer aux gens comment on se parle et elles seront homologuées par arrêté du ministre en charge de la santé. Là, on est malade, hein. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus se parler. Et donc, il nous faut des recommandations de bonne pratique sur la façon dont on va se parler. Et c'est le ministre de la Santé qui va nous homologuer ça. Bon, alors, elles sont actuellement en date de 2012. On nous dit l'information nécessite du tact, du temps et un environnement adapté. Lorsque, indépendamment de l'entretien individuel, il y a un écrit, il faut le donner au patient. S'il y a un écrit, il faut le donner au patient. Attention, cet écrit, ce n'est pas la légende des siècles. Il doit être synthétique, clair et court, et hiérarchisé. C'est-à-dire que l'on commence par, c'est la Haute Autorité de Santé qui nous dit ça, on commence par les intérêts, les avantages de ce que je suis en train d'expliquer au patient, l'acte que je lui propose. Les avantages, les inconvénients, les risques, et ça doit être synthétique, clair, court, hiérarchisé dans ce sens-là. Et surtout, la Haute Autorité de Santé rajoute quelque chose qui, moi, me va droit au cœur, un peu aussi parce que c'est moi qui l'ai imposé dans les recommandations de bonne pratique. À aucun moment, on ne demande une signature au patient. Et la Haute Autorité de Santé répète à 3 reprises dans les recommandations de bonne pratique, à aucun moment, on ne demande au patient de signer un quelconque document. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que c'est signé que c'est consenti. La preuve, en neurochir, la dernière fois, l'anesthésiste a dit « il n'y a pas de consentement éclairé, moi je n'endors pas ». On a demandé à une IBOD d'aller chercher le consentement éclairé, c'est-à-dire le bout de chiffon sorti de l'imprimante de la secrétaire ou du secrétaire. Elle est revenue avec un stylo bic mâchouillé, elle est re-rentrée au bloc et là l'anesthésiste il a dit on l'a échappé belle, hein. Alors tu vas faire rentrer tous les miasmes de l'hôpital dans mon bloc opératoire avec ton imprimante pas désinfectée, ton stylo tout mâchouillé, et tu fais signer le patient qui a déjà été prémédiqué qui va signer, et là tu as un consentement éclairé. Attendez, mais j'étais complètement shooté. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai signé? Zorro. Mais personne n'a même vérifié ma signature. Donc, il me faut remettre un document, oui, à condition que ce document émane de quelqu'un.
C'est-à-dire que ce n'est pas un document standardisé. Je sous-signais Madame Machin atteste avoir été informé par le gentil docteur qui m'a expliqué les risques et je consens à ce qu'il va me faire. Ça, c'est ni une information ni un consentement. Donc, c'est un support écrit de l'information orale que j'aurais dispensée. Ça peut être un site internet, ça peut être un site de société savante, ça peut être l'adresser à un confrère, ça peut être une consultation avec des patients partenaires experts qui vont venir en support, en équipe. Vous avez effectivement 10 minutes, un quart d'heure, mais il y a des patients qui sont passés par là, qui sont capables de relayer de l'information. Il y a des forums sécurisés pour éventuellement poser vos questions. Oui, mais ça ne doit jamais se substituer à l'oral. Alors, je suis conscient qu'on a une vraie société de paradoxes. L'année dernière, avec vos confrères et les sages-femmes et maïeuticiens, on m'a demandé de parler de la programmation de l'accouchement sans nécessité médicale. Pardon ? On réaliserait en France des actes sans nécessité médicale? Ah oui, ça s'appelle une programmation, enfin un déclenchement de convenance. Ah ben, c'est pas compliqué, c'est interdit. Ok, on a gagné du temps dans la conférence. Bon, j'ai un peu développé quand même. Ça dépend de quelle convenance il s'agit. Si c'est pour que ce soit concomitant la date anniversaire du mariage, on aimerait bien que le petit naisse le même jour. Ah ben tiens, c'est un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, avec condamnation du médecin, parce que quand ça arrive chez nous, c'est que ça s'est mal passé. On a une vision très pathologique de la relation de soins, les juristes. Enfin, surtout ceux qui font du droit de la responsabilité. Très bien. Je confirme qu'on a une vision terrible. On ne parle que des trains qui arrivent en retard. Il y en a beaucoup. D'autres questions, remarques? Ils ont soif. On a encore quelques minutes. Oui. Oui, merci. Ça marche? Oui. Non, c'est simplement plus qu'une remarque, simplement une perception, une sensation. Fondation Anthony Minguenet, je voudrais remercier le groupe LEH et puis les intervenants pour leur expression et pour cette rencontre qui fait chaud au cœur. Sincèrement, je suis aussi dans le monde médical, mais ça a permis de dépasser une dimension normative que l'on voit trop souvent et qui dérive souvent, et ça a été exprimé, vers un principe de précaution que l'on voit à l'heure actuelle. Et ça permet de retrouver une dimension fondamentale, c'est que nous pourrions être tous à la place de l'autre, avec les mêmes souffrances, les mêmes intérêts, les mêmes inquiétudes et surtout les mêmes espérances. Et il me semble que là, nous commençons à retrouver l'unité et la plénitude de la médecine, qui regroupe à la fois, ça a été dit, le savoir, qui est énorme d'un professionnel de santé, et surtout s'il est spécialiste, mais de tout professionnel de santé, mais surtout aussi de retrouver la notion de connaissance dans cette plénitude, c'est-à-dire de retrouver le sens humain, de dépasser la notion de la profession pour aller vers le métier, l'art médical. C'est simplement ce que je voulais dire. Et là, nous sommes en plein dans une dimension d'éthique et de bioéthique. Alors, merci. Écoutez, merci. C'est plus qu'une question, c'est presque une conclusion. Donc, ça nous irait très bien. Je ne vois pas de questions arriver sur le chat. Questions dans la salle. Personne à droite, personne à gauche. Ah, du pied vendu. Écoutez, en votre nom, je vais remercier à nouveau nos deux intervenants pour la qualité et la complémentarité et je dirais l'humanité de leurs interventions. Je vous rappelle que tout ceci pourra être revu puisque les conférences sont enregistrées sur le site de LEH. Vous pouvez revoir celle-ci et puis également des conférences antérieures. Je remercie les étudiantes du Master 2 Droit de la Santé qui étaient présentes et puis qui font un petit verbatim de cette rencontre d'Hippocrate. Et puis, écoutez, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Je ne sais pas, Sébastien, si on a déjà un planning ou… Ça sera maintenant en septembre. Ouais. Rendez-vous à la rentrée pour le prochain épisode. On vous tiendra évidemment informé de tout ça. Voilà. Merci à tous, à toutes, et puis bonne soirée.